Je me sens en communication avec les forces telluriques de ce qui fut toute l'histoire de la France. Rien ne m'en écarte, rien ne m'en a écarté, et c'est ainsi que je finirai. Je ne crois pas beaucoup au destin individuel devant l'histoire. Quelques personnages mythiques, pas moi, Moïse, quelques personnages d'une taille exceptionnelle ou mêlés à des événements d'une nature extraordinaire comme Napoléon. Mais même cela, qu'est-ce que ça représente dans la poussière des siècles et des siècles? Qu'est-ce qu'il en restera? Quoi de plus troublant qu'un homme habité par la mort, mais taraudé par l'orgueil d'aller jusqu'au bout, de son pouvoir comme de ses livres. À 2 ans de la fin de son second septennat, François Mitterrand est là, vivant, continuant de défier le destin, tandis qu'il besogne le sien dans des lieux habités par l'esprit, les arbres et la beauté du monde. La mort le hantait. C'est la vérité. Pourquoi? Je ne sais pas. Le culte des cimetières, des lieux funéraires, des tombeaux, la statuaire était chez lui poussée à l'extrême. Je ne compte plus le nombre de cimetières que nous avons visités. Je n'ose pas dire mon corps est fendant, mais vraiment, quand on faisait ces voyages littéraires, on en profitait pour... au passage, voir telle ou telle basilique, église, chapelle, un petit cimetière, là, en Bourgogne. Alors, une fois, c'est assez... Ah non, vous allez voir, il y a un gisant. Il avait une obsession des pierres tombales. Il était persuadé que si on pensait chaque jour aux morts qu'on a aimés, ils continuent d'être là avec nous. C'est d'ailleurs les derniers vœux qu'il a prononcés aux Français. Il était profondément persuadé qu'il fallait cultiver ces morts. Il était en recherche très forte de Dieu. Nous sommes allés voir le frère Roger Athézé. Il aimait parler avec des penseurs, il aimait réfléchir à cette dimension. Il me dit, est-ce que vous connaissez le site de Bibracte? Et il me raconte l'histoire des Gaules, César, Vercingétorix. Et il me dit, vous devriez aller voir sur place. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour redonner à ce site une portée historique. Jusqu'au jour où, en effet, il a imaginé lui-même qu'il pourrait être enterré là. C'était au début de son règne, et c'est aujourd'hui sa fin qui commence. Une déroute électorale d'abord, suivie d'une deuxième cohabitation. Et des histoires de prêt entre amis qui éclaboussent son ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy. Des tragédies enfin qui vont précipiter son face-à-face obsessionnel avec la mort. François Mitterrand m'a dit le vendredi soir, mais il est vraiment pas bien, Pierre Bérégovoy. Je dis, il est très très mal, Monsieur le Président, et je pense, je vais vous dire, il est à un point tel que s'il trouve une arme, il se tirera une balle. Le 1er mai était un samedi, si je me souviens bien, et il lui avait donné rendez-vous devant moi au téléphone le lundi pour déjeuner. Madame, Monsieur, bonsoir. Pierre Bérégovoy est mort en fin d'après-midi après s'être tiré une balle dans la tête à Nevers, la ville dont il est maire. Il aurait demandé à son chauffeur de le conduire sur les berges d'un canal où il aurait mis fin à ses jours avec l'arme de service de son garde du corps. La mort de Pierre Bérégovoy, c'est le rappel de la solitude absolue de l'homme politique. C'était la mort qui à ce moment-là frappait dans nos rangs. Il était très atteint, bien entendu.
ne le laissait pas paraître, mais on le sentait. Et il l'a rédigé, plutôt il a repris un premier jet qu'il avait du discours qu'il allait prononcer. Il avait son stylo, il changeait. Puis il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez ? Vous le ressentez tel et que vous l'avez écrit premier jet, dites-le. Dites-le, il a été jeté au chien. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer au chien l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. Il a écrit ça sur une petite feuille qu'il a gardée pendant 1 an sur son bureau. Et c'était la chose qu'il voyait devant lui. Cette phrase raturée dans cette feuille était là, tous les jours, tout le temps. Et je ne sais pas pourquoi, à peu près au bout d'1 an, il a pris cette feuille devant moi. J'étais assis derrière son bureau, j'étais assise sur la chaise en face. Et il m'a dit, si je vous donnais ce papier, est-ce que vous le prendriez ? J'ai dit, oui, bien sûr, Monsieur le Président. Et vous le garderiez ? J'ai dit, oui, je le garderai. Eh bien, je vous le donne. Et vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai été heureuse qu'il ait fait ça. Il ressentait que Bérégovoy était mort sous le poids presque de la haine qui, à ce moment-là, entourait Mitterrand et le mitterrandisme. Mais cette haine le transcende, comme la maladie d'ailleurs. Cet homme de 78 ans, ivre de mystère et de silence, décide secrètement de mourir vivant. Et c'est la souffrance qui, désormais, va rythmer ses contraintes et guider sa quête. Il y a eu un autre personnage à partir du moment où on a su qu'il allait disparaître et où il savait qu'on le savait. Les bulletins de santé rendus publics tous les 6 mois et signés du docteur Gubler ont fait le silence sur le cancer de François Mitterrand. Avec son accord, raison d'État oblige. Les Français ne seront avertis qu'en 92 avec la première opération du chef de l'État. Comme il l'a dit, c'est un secret d'État. Il m'a dit, c'est pas un secret médical, c'est un secret d'État. Les 2 dernières années que François Mitterrand a passé à l'Élysée ont été différentes des années précédentes. Il était fatigué. Ça ne se voyait pas tellement quand il voyageait, parce qu'il prenait beaucoup sur lui, mais quand il était à l'Élysée, il passait de son appartement à son bureau et il se reposait davantage. Enfin, il avait davantage de moments, davantage d'arrêt dans son emploi du temps. Quand on a entrepris ce livre et où il avait été question de le voir toutes les semaines pendant 1 heure, sans ordre du jour, il a tenu tous les rendez-vous et ce jusqu'à la fin. Et les derniers rendez-vous se sont tenus dans son lit, dans les appartements privés de l'Élysée. Jamais il n'a évoqué ses propres souffrances, jamais il ne s'est plaint. Mais par contre, je voyais, c'était pas très difficile de voir qu'il souffrait atrocement. Mais il n'en parlait pas. Certains ministres indélicats disaient, je l'ai vu, il souffre, il n'en a pas pour longtemps, donc il y avait... Et quelques augures dans Paris qui se promenaient sans arrêt en disant qu'il allait mourir la semaine prochaine. Bon. Sans parler de quelques journaux qui attendaient qu'il meure dans la journée. Bonsoir, un coup de feu a claqué hier à l'Élysée dans un bureau de la présidence. Il était 19h environ, un homme venait de se donner la mort. C'était François de Grossouvre, ancien conseiller du chef de l'État. On ne peut que rappeler les liens étroits que François de Grossouvre avait avec le président et les missions secrètes et confidentielles qu'il avait souvent effectuées à l'étranger. Mais la mort rôde de nouveau. Là, pas de discours, pas de repentir. Juste le sentiment de ne plus comprendre. Pense-t-il en ce jour de deuil à ce que coûte aussi la fidélité, à ce qu'il faut endurer pour tenir debout, à tous les secrets que son ténébreux conseiller conservera dans sa tombe. Un suicide pour quelqu'un comme François Mitterrand, c'est aussi l'énigme suprême, c'est le choix de la liberté.
dans la mort, mais c'est l'énigme de celui qui choisit son destin. C'est quelqu'un qui n'aimait pas opérer les situations, au risque d'ailleurs de les voir s'envenimer. On l'a vu dans un certain nombre de cas, les gens qui lui avaient été proches et qui restaient dans l'orbite, il n'arrivait pas à leur dire « bon ben voilà, les choses ont évolué, les choses ont changé, peut-être qu'il faut adapter la situation actuelle à la réalité des choses ». Ça, il n'arrivait pas à le faire. Par moments, il me décevait, et j'exagérais sûrement dans l'outrance en l'attaquant de manière très virulente sur, par exemple, cette façon de gérer l'État, de foutre les copains partout, de laisser quand même des gens très corrompus dans son proche entourage, ce côté un peu cynique. Bon. Et puis en même temps, il y avait chez lui toujours une énorme ambition pour la France. Ouais, je répète, une forme de... Oui, c'est quelqu'un qui avait une forme de transcendance. Ouais. Quel élan! Et quel espoir! Comme aux grandes heures de 1789, c'est le peuple dont la clameur se fait entendre. C'est la détermination du peuple qui commande à l'événement, qui fait s'écrouler les murs et les frontières. C'est le peuple qui trace le chemin par où passera ce siècle finissant, par où s'engageront les temps futurs. Et en soi, voilà la grande nouvelle. De nouveau, les peuples bougent. Et quand ils bougent, ils décident. C'est lui, là. Complètement lui. L'écrivain, il est là. Mais il y a des écrivains oraux. Il était un écrivain oral. Chaque rendez-vous avec l'histoire est une aubaine pour survivre. Dominer la marche du monde, retrouver de l'altitude, souffrir en silence. Le Verbe est là, souverain, puissant, pour répondre à ceux qui doutent désormais de sa capacité à diriger la France. J'ai un souvenir, par exemple, sur le centenaire du cinéma, c'était impeccable. Je me souviens de Stephen Frears, par exemple, me parlant après le discours du discours. Il avait ébloui l'assistance dans une improvisation totale sur un sujet dont il n'était pas du tout un spécialiste. Nous sommes un pays de quelques 60 millions d'habitants environ, pas tout à fait. Qu'est-ce que c'est dans l'humanité tout entière qui s'éveille aujourd'hui? Seulement voilà, nous avons l'acquis de l'histoire. Nous avons la richesse de l'art. Nous avons des milliers de créateurs de chaque génération. Si nous savons lier tout cela, le cinéma sera sauvé. Cette fois, c'est officiel, le tunnel sous la Manche est inauguré. Le président en oublie le protocole et improvise son discours. Nous avons commémoré, il y a un mois, Just a month ago, we commemorated le 90e anniversaire de l'entente cordiale, the 90th anniversary of the Entente Cordiale, puisqu'elle s'appelle ainsi, because that's the way it's called. Et qui est en effet cordiale. And it is cordial, it's true. Enfin, presque toujours. Well, almost always. À la fin, il pouvait corriger en improvisant, mais il corrigeait de moins en moins en écrivant lui-même. Il aimait l'acte physique d'écrire. À la fin, cet acte physique le fatiguait. On sentait dans son écriture cette souffrance. Vous gardez le moral? Oui, pourquoi pas. Vous savez, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai à accomplir ma tâche. La tâche pour laquelle les Français m'ont élu. 10 mois. C'est à ma portée. Et même davantage, je l'espère. Après la deuxième opération, c'est vraiment là où la maladie est là, enfin, le cancer est là. C'est présent constamment. Ça ne l'a jamais atteint mentalement. Il n'a fait aucun cadeau à son cancer. Et ça, c'était aussi une leçon. C'est-à-dire, il y avait une espèce de rage de vivre. Mais ça, c'était Mitterrand. Grande force intérieure. Il n'est jamais arrivé qu'en tant que secrétaire général, j'ai eu besoin de lui parler, de le voir ou de l'avoir au téléphone pour lui obtenir de lui une réponse urgente sur un sujet qui se présentait, sur une question que me posait Juppé ou Léotard ou Balladur lui-même. C'est jamais arrivé que je puisse pas le trouver et que j'ai pas la réponse. Il n'était pas quelqu'un ni de torturé, ni qui se posait des questions graves. Il était un compagnon de vie extrêmement contraire, gai, extrêmement
Il aimait beaucoup rire, il avait beaucoup d'humour, et il aimait les gens qui avaient de l'humour. Il y avait un culte de la fidélité, il avait des amis depuis longtemps, et auxquels il tenait beaucoup. Il lui faut respirer du souvenir pour vivre, distiller de la conversation, du silence, de la préséance. Il lui faut séduire, s'entourer, se sentir aimé, d'amis, de gens, de femmes. Au crépuscule de son magistère, François Mitterrand ne sacrifie aucune liberté, aucun rite. Pire, il les cultive, les trempe dans l'histoire jusqu'à l'obsession. Plus il se rapproche de la fin, plus il s'enivre de tables, d'escapades ou de promenades. Pendant que le Rwanda et les Balkans sont en feu, que son parti se déchire, ou que des secrets trop bien gardés vont être bientôt levés, le chef de l'État choisit de lire, flâner chez Gallimard ou au Pont Traversé, de faire acheter Thiers ou Hemingway, de taquiner l'autre sur ses références littéraires. Un jour, dans un avion, je voyais là, très sérieux, lisant un ouvrage très 19e d'apparence, et ce que lisait le président, oui, vous voyez, c'est le 3e de lune de Volavel. Je ne connais pas qui était le... Alors, je dis, ah bon, n'essayant pas de dissimuler mon ignorance, d'ailleurs ça lui plaisait de la constater, je lui dis, mais Volavel, elle me dit, comment, vous ne connaissez pas le grand historien du... Je dis, non, je ne connais pas Volavel. Pardonnable, un admirable historien, bon, très bien. Et j'ai reçu, quelques mois plus tard, une édition complète des œuvres de Volavel, de l'Académie française, que j'ai lu, qui est un bon historien. Enfin, rien là qui me bouleverse. J'ai eu un vif plaisir à le prendre une fois en flagrant délit d'ignorance, c'était mon tour. J'ai parlé mémoire, 18e. Et j'ai dit, vous avez lu Mémoires de Casanova? Oh non, mais comment on n'a pas lu Mémoires de Casanova? Mais c'est un chef-d'œuvre absolu. Chef-d'œuvre absolu. Non, je ne crois pas du tout que c'est un roman, un livre pornographique ou érotique, pas du tout. Casanova est un grand consommateur de femmes, ce qui, je pense, n'est pas nécessairement pour vous un objet de discrédit. Il aime les femmes, bon, il rend les femmes heureuses, enfin, il le pense, mais c'est surtout toute la société du XVIIIe, c'est surtout un chevalier d'industrie incomparable, un homme qui change de nom, qui change de sort, qui va du plus haut au plus bas et repart. C'est merveilleux, c'est un livre, vraiment. Et à la fin des vacances, quand c'était à la veille des vacances, il m'a dit, ah, c'est vrai, c'est une œuvre tout à fait réconfortante, tout à fait réconfortante. Quel plaisir de vivre au XVIIIe avec Casanova. Monsieur de Lafayette n'avait qu'une seule idée, et heureusement pour lui, elle était celle du siècle. La fixité de cette idée a fait son empire. Elle lui servait d'œillère, elle l'empêchait de regarder à droite et à gauche. Il marchait d'un pas ferme sur une seule ligne. Il s'avançait sans tomber entre les précipices, non parce qu'il les voyait, mais parce qu'il ne les voyait pas. L'aveuglement lui tenait lieu de génie. Tout ce qui est fixe est fatal, mais ce qui est fatal est puissant. Après la mort de Marcel Béalu, il est venu, oui. Parce que, justement, il était très malade à ce moment-là. Il s'interrogeait énormément sur ce que c'était que la vie, la mort, la souffrance, la douleur. Et il voulait savoir, il voulait connaître l'inconnaissable, en fait, ce qu'il y avait après la mort, ou comment on arrivait à la mort. Et il m'avait un jour soumis à un interrogatoire absolument fabuleux, où j'étais restée, mais vraiment... figé tellement ces questions étaient précises. Puis il y a eu d'autres fois où c'était plus joyeux, quand il venait avec sa fille. Un jour, il était venu, il lui avait offert plein de livres de poésie, des poètes qui lui faisaient découvrir autour de l'école de Rochefort. Il y avait René Guicadou, il y avait bien sûr Marcel Béalu, il y avait, enfin vraiment, il lui avait choisi plein de poètes, de livres de poésie, et c'était vraiment très sympathique. Je l'accompagnais, oui, parfois, comme ça, dans cette déambulation livresque où il allait d'une librairie à l'autre. Moi, je suis née dans les livres. C'était un habillage des lieux où on a vécu. Enfin, il y a toujours eu des livres. J'ai toujours vu mon père avec plusieurs livres à la fois. Sur sa table de nuit, il y a toujours eu des livres. Toujours plusieurs livres, puisqu'il avait un grand art pour cloisonner les choses. Et donc, il était capable de lire plusieurs ouvrages à la fois. Il était passionné par tous les livres qui traitaient de la religion et de la mort, en fait. Son rapport à ces textes était quelque chose de très intime parce que je pense que c'est comme ça qu'il commençait à
à essayer d'apprivoiser la mort. C'est une recherche, je pense, très permanente chez lui, d'une dimension autre dont il était persuadé qu'elle existait, mais dont il ne savait pas trop quels étaient les chemins pour la trouver. Et la relecture de Renan, Saint-Paul, les chemins de Saint-Paul, la problématique du cheminement, Sainte-Catherine du Sinaï, les lieux inspirés, Vézelay, Tournus, Chartres, comment trouver les endroits et comment trouver les chemins qui vous mènent au-delà de vous-même et vers quelque chose de plus important que vous. Il était très très croyant d'une certaine façon, tout en étant aussi un héritier du siècle des Lumières, voltairien, très proche de Diderot. Donc c'est un aller-retour constant chez lui. Le meilleur lieu où il pouvait être avec lui-même, sans être déconcentré par d'autres choses, par d'autres gens, c'était le lieu de la lecture. Plus que des méditations, ou je sais pas, où il serait enfermé dans un boudoir pour réfléchir, il pouvait réfléchir dans un livre, en fait. C'est là qu'il puise sa force, son interprétation du monde. Il est lui-même un personnage littéraire, fabriqué par la guerre, un personnage hanté par l'histoire, par ses amis disparus. C'est un homme qui a besoin des autres pour aller plus haut. La guerre ne se chargera-t-elle pas de détruire l'amorce d'une belle réussite ? J'ai confiance en mon destin. Nous ne sommes pas faits pour vivre médiocrement. Dis-moi aussi que le temps ni le silence ne rompent les liens qui font de notre amitié quelque chose de plus sûr et de plus vrai que tant d'événements quotidiens. C'est quelqu'un, quand il était dans les sommets internationaux, il avait des cartes postales. Il envoyait des cartes postales à des copains de Château-Chinon, dans la Nièvre. À des gens, ça rapporte pas une voix, c'est une perte de temps. Voilà, il y avait ça chez lui, c'est-à-dire quelqu'un qui était capable de gestes gratuits, de fidélité. Nous arrivons aux dernières, à celle de l'année. Et le 26 avril 1994, ça je... Alors ça, c'est l'Ouzbékistan. Oui. L'un des beaux endroits du monde, fidèle pensée. Ce sont des minarets. Oui. Le 28 avril 1994, à l'est de la mer Caspienne, dans le pays des Parthes, sur les traces de l'histoire, amicalement. Là, nous sommes au Turkménistan. Vous savez, Mitterrand était un homme avec des racines, bien sûr. Des racines et un humus profond. Il n'était pas sorti ex nihilo. Et il n'a jamais renié son passé. Donc, on vient de parler de Barès, là. Oui, bien sûr, évidemment. Mitterrand est né à droite, dans une famille catholique. Il a été au catéchisme, qui l'a beaucoup marqué dans ce petit village de Touvain, à côté de Jarnac. Et tout ça, c'est des bagages. Nous avons tous des bagages. Il les confie, ces bagages, sans réserve, à Pierre Péan notamment. Au moment où le roman de sa vie arrive à son terme, François Mitterrand veut se raconter, mais ce sont les autres qui réécrivent son histoire. Cherche-t-on à droite à profiter de son état de santé pour le pousser à la démission ? Un prétexte à gauche pour qu'il s'explique sur son passé ? Toujours est-il que l'ancien résistant et prisonnier de guerre en Allemagne est acculé à la justification. Il se joue là, entre un laborieux travail de mémoire et une aspiration nouvelle à juger l'histoire, le dernier acte d'une vie publique où la souffrance d'un chef d'État en exercice le transforme autant en accusé qu'en victime. Ce livre a été purement et simplement détourné. Dans les heures qui ont suivi sa publication, Le Monde a donné le là de son interprétation. J'étais pas favorable à ce qu'il s'exprime, mais je sous-estimais l'ignorance qui était devenue absolue
dans la société française de l'époque sur ces années, sur le contexte. Ce n'est pas tant le parcours de l'homme politique de droite à gauche qui choque, mais plutôt les amitiés qui durent, avec René Bousquet par exemple. Ces révélations représentent en tout cas une tâche sombre pour la gauche et le Parti socialiste. Il reste que ça a été le grand artisan du rassemblement de la gauche, et c'est ça l'essentiel. Et puis il y a chez cet homme une espèce d'instinct de survie, une espèce d'endurance, une espèce de force qui fait qu'il il se réveille, et qu'on le voit d'ailleurs dans le courant de l'émission. Dans le courant de l'émission où il a une allure qui fait peur au début, quoi. Et puis la force est là quand même. Mais aveugle sur quoi? Mais de quoi me parlez-vous? Mais ils sont en face d'un homme qui a été acquitté par la Haute Cour de justice, presque avec félicitations, c'est-à-dire levé de l'indignité nationale, auquel on rend ses décorations en disant, bon, il a peut-être fait des fautes, mais il s'est comporté de telle sorte qu'il mérite d'être acquitté. À ce moment-là, mais quel sentiment de justice a-t-on? J'avais reçu tellement de courriers à la suite de ce livre que j'avais envisagé à un moment donné de reprendre un tout petit peu le livre avec cette arrivée de nouveaux témoignages. Mais j'ai pu comprendre à quel point François Mitterrand en avait assez. Quand j'entends aujourd'hui qu'on peut le traiter de collabo, ça me fait encore mal aux tripes. Et je me suis senti obligé de refaire un deuxième livre pour expliquer mon propre livre. Au fond, je lui ai gâché la fin de sa vie. De souffrances d'ordre très différentes, hein, parce qu'on ne va pas mettre sur le même niveau, mais le suicide de Pierre Bérégovoy qui l'a vraiment atteint. Ça a été une grande violence. C'était assez rare hein, que je vois mon père un peu... triste, quoi. Qui presque en train de pleurer. Je l'ai quasiment jamais vu. Hein. Donc vraiment... voilà, très meurtri. Donc, il y a eu ça. Ensuite, il y a eu effectivement toute la cabale autour du livre de Péan sur Vichy. Ça a été horrible parce qu'il l'a vécu vraiment comme une injustice. La façon dont ça a été monté en épingle, la façon dont on a pu l'accuser, dont les jeunes procureurs de 40 ans ont pu le montrer du doigt, et quasiment en renversant quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'opinion publique, on pense quasiment que c'était un collabo, quoi. Enfin, il y a quand même des gens qui pensent ça. Une première dans la presse française, habituée jusqu'ici à préserver la vie privée des hommes politiques. Paris Match publie cette semaine des photos de François Mitterrand en compagnie d'une jeune fille présentée comme étant sa fille naturelle. Une publication qui suscite la polémique. Enquête de Caroline Sins et Georges Milangua. Ils ont osé rompre le tabou, rendre publique la vie privée d'un homme politique. Et cette histoire des photos de Paris Match est très révélatrice de François Mitterrand. Un jour, il était du reste très malade, c'était dans la dernière période, celle que nous évoquons. Il me téléphone et il me dit « Passez, Roland, j'ai des choses très importantes à vous dire, je passe l'après-midi ». Il était dans sa chambre, il était allongé. Et il me dit « S'en prenne maintenant à ma vie privée, c'est insupportable ». Et il me raconte l'histoire. Il me dit « On m'a apporté », il me dit « Pas qui ?» Toujours le cloisonnement. Mais il me dit « On m'a apporté des épreuves de photos où je suis avec ma fille ». Et Paris Match veut les publier. Je ne veux pas que ces photos paraissent. Il a voulu l'empêcher dans la mesure du possible, mais voilà, une fois qu'il a vu que c'était vraiment trop compliqué, je pense que ça l'a arrangé que finalement les photos sortent. Et c'est là où c'est intéressant sur le personnage. Il m'a dit, mais après tout, maintenant, c'est connu. C'est comme une psychanalyse, ça libère. Est-ce qu'il préparait pas l'avenir? Parce que bon, je pense qu'il a dû évidemment, nous on n'en parlait pas. Enfin, évidemment, c'est peut-être pas si évident que ça, mais on n'en parlait jamais parce que il m'est jamais venu à l'esprit qu'un jour on allait savoir que j'étais sa fille. Je pense qu'il était super soulagé que ça se fasse de son vivant. Je revois encore, c'était en novembre 1994, il était extraordinairement mal, terrible. Il n'en pouvait plus. Et Mazarine est arrivé et je l'ai vu littéralement revivre. C'est un homme qui, je crois, avait des relations difficiles avec la vérité.
Pourquoi la regarderait-il en face? La sienne est déjà ailleurs. Entre le vieil homme et la mort, c'est désormais une lancinante partie de cache-cache qui se joue. La nature, les mots, les mythes, la beauté sont convoqués à tout bout de champ pour, à défaut de saisir l'énigme, l'épouser dans une dernière tentative d'en finir avec l'incertitude. Mes chers compatriotes, c'est la dernière fois que je m'adresse à vous pour des vœux de nouvelle année en ma qualité de président de la République. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Belle-Île, il ne connaît pas. Et c'est un paysage nouveau pour lui. Et de même qu'il aurait plaisir à s'intéresser à un écrivain nouveau qu'il découvrirait, il a plaisir à découvrir un nouveau territoire. Il a fait des allusions aux forces de l'esprit. Il y avait quelque chose en lui qui croyait à une sorte de courant tellurique qui venait de la terre et pas seulement de l'esprit. Et à Belle-Île, le côté tantôt doux, tantôt sauvage, est une somme le résumé de la nature. Il a son chien sur les talons, il a quelques amis avec lui, il est au fond dans le bonheur d'une sorte de paix qu'il ne trouverait nulle part ailleurs. Belle-Île, qu'il a découvert, qu'il a sans doute apprécié pour non seulement le bienfait qu'il pouvait en retirer, certes, mais je crois que la force des éléments était quelque chose pour lui d'essentiel. Châtaigne, noisette. Allez, les arbres. Noisette. Je crois qu'il faisait des lieux, des repères pour que ces différents cercles puissent s'y retrouver. Je l'ai toujours connu, très soucieux de ne jamais perdre le fil avec des êtres ou des lieux qu'il aimait. Le Bogana, c'était cette promenade quotidienne qu'il faisait à chaque fois qu'on venait. Et il y avait vraiment cette importance du rite chez lui qui disait bien le rapport qu'il avait à Venise, mais au lieu en général. C'est-à-dire qu'il ne se dispersait pas à aller tout visiter, tout regarder. C'était pas un consommateur de culture. Il inscrivait vraiment sa temporalité dans la ville. Et c'est ça qui est étrange d'ailleurs même pour la mémoire. C'est qu'il y a une forme de sédimentation comme ça de la mémoire. Finalement, moi, de mes 10 ans jusqu'à mes 19 ans, on faisait la même promenade. Il y avait une vraie incarnation de son rapport à la ville. Et ça, c'était très particulier. Ce qui fait qu'il n'y a pas un moment saillant où, non, on recommençait. C'était pas un intellectuel, mon père. C'était pas un cérébral. Je n'invite personne à fermer les yeux, au contraire, sur le monde qui nous est donné aujourd'hui. Nous avons à le transformer, pas à le fuir, moins encore à le nier. Sachons, face à lui, conserver la force de notre étonnement. Pour reprendre une parole de René Char, nous ne serons jamais assez attentifs aux attitudes, à la cruauté, aux convulsions, aux inventions, aux blessures, à la beauté, au jeu de cet enfant vivant près de nous avec ses 3 mains et qui se nomme le présent.
Le paysage de Venise lui ressemble beaucoup. Il y a quand même un rapport à la mort, toujours, hein, parce que Venise est une ville très mortifère, rongée par les eaux. C'est pour ça qu'elle est belle aussi, d'ailleurs. Il y avait la présence de Zoran Muzic et Ida Barbarigo, qui étaient nos grands amis, qui étaient tous les deux de grands peintres, des amis importants, donc chez qui on allait. C'était un homme de culture, c'était un homme qui aimait la culture, qui la connaissait, qui en parlait admirablement et qui était sensible à la beauté de Venise. Ces liens de Venise avec la mort l'ont beaucoup frappé. Venise est tout le temps au bord de la mort. Il y a le pape qui est venu et qui est passé ici. Alors lui, regardez, il voyait à Venise, et peut-être qu'il le voit aussi à Paris et ailleurs, ces pouvoirs énormes qui ont les institutions. Une institution est entourée d'un pouvoir électrique énorme avec les siècles. Et les gens qui sont dedans des institutions, à un certain moment, se colorent, à mon avis, du reflet du passé, du présent, du futur. Ils sont transformés. Il a toujours eu un regard permanent sur la mort et toutes les questions que la mort soulève. Il était très friand, je dirais, de conversation autour de cela. Je suis psychologue, psychanalyste jungienne. La première chose qui l'a intéressée, c'est que je m'intéressais à la psychologie des profondeurs. Dans la profondeur, il y a des questions philosophiques, il y a des questions religieuses, il y a des questions spirituelles. C'est un ensemble. Lorsque j'ai écrit La mort intime, je lui ai porté le manuscrit et je lui ai effectivement demandé une préface. À partir du moment où son cancer a été officialisé, disons, et là je l'ai vu beaucoup plus, avec évidemment une intensification dans les derniers mois. Comment donner du temps au temps quand la souffrance et la mort sont si obsédantes? Quand il faut secrètement aller en Charente, ressentir les parfums de l'enfance, humer un imaginaire englouti. Consacrer du temps à recevoir des mémorialistes, les écouter, les lire et maugréer. Faire son devoir de chef d'État socialiste, tout en provoquant au passage une droite impatiente d'en découdre. Mais quand il s'agit de rencontrer l'histoire au crépuscule de son pouvoir, inaugurer une trace de sa mémoire, le revoilà mystique, architecte de son mythe. Nous avons voulu reconstituer l'atmosphère d'un cloître. Quand on arrive à la fin du septennat et de la présidence et de la cohabitation, et donc de la carrière politique de François Mitterrand, autour de lui, on a des sentiments complètement mêlés, complètement embrouillés. On est soulagé que François Mitterrand ait tenu bon jusqu'au bout. Vous voyez, malgré les journalistes qui voulaient l'abattre avant. On est soulagé qu'il ait été plus fort que le cancer jusque-là. On est inquiet pour lui pour la suite. Jamais il ne s'est montré faible. Alors c'est un hommage qu'on peut lui rendre, mais en amitié parfois, on a envie de partager quelque chose de plus fragile. Et ça ne m'est pas arrivé, c'est mon seul regret. Et puis il y a ces derniers discours, ces derniers grands voyages,
Donc on est, je ne peux pas vous dire, c'est pas des sentiments politiques, c'est trop mélangé. Tout le monde est très fier, soulagé, triste, ému. Mais la fierté l'emporte. Je ne suis pas venu célébrer la victoire dont je me suis réjoui pour mon pays en 1945. Je ne suis pas venu souligner la défaite parce que j'ai su ce qu'il y avait de fort dans le peuple allemand, ses vertus, son courage. Et peu m'importe son uniforme et même l'idée qui habitait l'esprit de ces soldats qui allaient mourir en si grand nombre. Ils étaient courageux. L'Europe, nous la faisons. Nous aimons nos patries. Restons fidèles à nous-mêmes. Relions le passé et le futur. Et nous pourrons passer l'esprit en paix, le témoin, à ceux qui vont nous suivre. Merci. S'il y a eu dérapage, peut-être pour certains, pour des observateurs, peut-être même pour moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit c'est quand même difficile. C'est difficile à admettre. Mais compte tenu de l'ancienneté des choses, compte tenu du temps qui avait passé, compte tenu de sa volonté de réconcilier le peuple allemand et le peuple français, compte tenu du travail qu'il a fait pour l'Europe et que nous avons fait ensemble pour l'Europe, je me suis dit c'est audacieux, mais c'est pas un dérapage. C'était pas mesquin, c'était pas quelqu'un qui tournait le dos à une vie, c'était quelqu'un qui interprétait une vie. On avait les larmes aux yeux. Pourquoi ? Vous avez un homme, là, qui tient plus debout. Tout se casse la gueule. Il devrait être sur un brancard. Il tient debout parce qu'il veut dire, une dernière fois, le message, la chose pour laquelle il fait de la politique, qui le porte. C'est extraordinaire de voir ce personnage qu'on dit cynique, sceptique. Et Dieu sait s'il était cynique, moi je l'ai vu, mentant tout le temps, mentant devant les Français. Quand il dit à Chirac, lors du célèbre duel télévisé de 1988, il lui demande de le regarder dans les yeux, il lui ment. Et l'autre, Chirac, c'est comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Et après, Mitterrand me dit qu'il a menti. Et il vérifie que le magnétophone marche parce que ça l'amuse de dire qu'il a menti ou peut-être qu'il veut se soulager de ça. Mais bon, c'est ça, Mitterrand. Et puis, il y a autre chose. Il y a la transcendance, il y a des convictions incroyables. Et il ne cédera jamais. Il est pour l'Europe. Midi, le nouveau locataire de l'Élysée raccompagne celui qui quitte les lieux après 14 ans. Le téléphone sonne chez moi et j'entends ici François Mitterrand. Il était extraordinairement seul. Et il me dit, je voudrais vous voir. Je lui dis, Monsieur le Président de la République, je suis à votre disposition où et quand vous voulez. Il me dit, est-ce qu'après-demain, ça vous conviendrait ? Je lui réponds, moi, ça me convient très bien, mais vous, ça ne vous convient pas. Vous remettez vos pouvoirs ce matin-là à Jacques Chirac. Et il me répond, je remets mes pouvoirs à 11h. Si vous veniez à 9h, nous aurions 2 bonnes heures consacrées à une bonne conversation. Je me suis assez peu interrogé. Mais les autres se sont interrogés pour moi. Et Roger Hanin avait dit, l'explication, c'est qu'il a voulu s'amuser et il a choisi le plus con. Ça, c'était l'explication de Roger Hanin. C'est une explication tout à fait possible. La majeure partie de la conversation a été sur son enfance, sur sa mère, sur la mort, sur Venise, sur les livres. Les livres encore, pour lire, les corriger, s'installer dans l'histoire et faire de cette dernière demeure dépouillée rue Frédéric Leplay un havre pour souffrir et méditer. Vous dites, je ne suis pas autant que certains de mes biographes le disent, hanté par l'histoire, mais il est vrai que je ne suis pas insensible à cette idée. Oui. Ça s'appelle de l'histoire. J'ai présidé la France pendant 14 ans. Petite tranche d'histoire. Je suis frustré de ne pas pouvoir avoir dans les mains
un bilan de François Mitterrand fait par lui-même. Je disais une phrase qui l'agaçait beaucoup. Je dirais naturellement, vous ne pourrez pas me répondre à telle question parce que vous réservez ça pour vos mémoires. Il avait un geste comme ça que je croyais d'approbation. Puis nous sommes là, vous et moi, en pensant qu'on n'a pas ça. Surtout qu'il avait un art des traits, vous savez, les petits portraits, comme ça, à la Bruyère. Il savait bien faire ça. On aurait eu des portraits. Je pense, avec regret, à tout ce qu'il aurait pu dire d'un certain nombre. Il a eu quand même des sévérités, jusqu'au dernier moment, c'est sur un homme qu'il a formé, qu'il a chéri, qu'il a pris tout jeune, comme Jacques Attali. Il a souffert du deuxième tome, des Verbatims, parce qu'il y avait un malentendu. Il était frustré de deux choses. À la fois d'avoir laissé dire des choses qu'il n'autorisait pas et de ne pas les avoir dites lui. Parce que ce regret que nous avons maintenant, quand je pense à ces conversations que j'ai eues, il me faisait comprendre qu'il le regrettait aussi. Wiesel, Benamou, etc. Tout ça, il s'est laissé un peu convaincre. Pour Wiesel, il regrettait de s'être lancé dans cette opération, d'abord parce qu'il trouvait ça long, ça n'en finissait pas. Wiesel était à New York, il fallait qu'il vienne à Paris, il trouvait ça lourd. Il avait hâte que ça se termine. Pour Benamou, c'est différent. Il s'était laissé convaincre de faire quelques pages d'écriture, de souvenirs, sur des sujets qui lui tenaient à cœur, après son départ de l'Élysée. Et en particulier, deux sujets sur lesquels il a laissé des livres inachevés, chez Odile Jacob, qui est très au courant, elle, des circonstances de l'affaire. Il voulait écrire sur l'Allemagne, sur la guerre, sur sa guerre, sur la résistance, sur son évasion. Et il s'est donc laissé convaincre jusqu'au jour où il s'est fâché avec Benamou aux alentours de la mi-novembre, avant sa mort. Et puis, voilà, ça a été terminé, quoi. L'écriture, c'est pas un dialogue. Est-ce qu'il y a des vrais grands livres de dialogue? S'il n'a pas existé un livre, si les tentatives étaient toujours des dialogues avec des gens, refus de la solitude, ou avec des figures historiques, refus de la solitude, et se battre contre la maladie, garder le pouvoir. Comment peut-on avoir assez de force pour écrire le livre? Le livre, il l'a parlé. Et avec une cruauté qui était assez mitterrandienne, le meilleur, il est loin de l'avoir donné à ceux avec qui il faisait des livres. Le meilleur, il l'a dit face à des foules. Il l'a dit dans ses discours. L'école, je ne déifie rien, c'est quand même là que l'on est pour apprendre, c'est là que l'on est pour avancer, pour gagner du terrain, pour aborder du primaire au secondaire et puis au supérieur ce que sera la vie entière, la vie qu'il faudra alors aborder avec sans doute les moyens de l'intelligence et les moyens matériels, mais auxquels il manquera toujours, si vous n'êtes pas non plus formé pour cela, une certaine idée de l'homme dans la société, de l'individu par rapport à l'État, un certain sens de la liberté, une volonté d'égalité, un désir non pas désespéré, mais acharné à préférer le respect des autres à la domination ou à la répression. Et vous craignez les injustices de l'histoire? Ah ben, c'est-à-dire que si je devais lire, mais je ne lis pas, j'en ai lu quelques-uns, pas beaucoup, tous les livres qu'on écrit sur moi, il faut dire que le plateau de la balance penche du côté de l'écrasement, on dit n'importe quoi, n'importe quelle bêtise.
Et c'est pour ça qu'il faudrait que je me décide à le dire moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bon, alors donc, vous allez vous mettre à écrire je sais pas si dès que vous allez être... Je ne sais pas si j'aurai le temps et si j'aurai le goût. Mais enfin, ça me tente. A-t-il oublié ces quelques ouvrages qui ont marqué leur temps? Ces quelques contrats d'édition que l'écrivain contrarié n'a pas pu ou voulu honorer? C'est-il au fond ce qu'il veut dire, ce qu'il veut laisser? Je me souviens, il m'avait montré un jour une petite feuille manuscrite qui comportait une dizaine de titres d'ouvrages qu'il avait l'intention d'écrire, mais des ouvrages brefs. Il m'avait dit 50, 60 pages, maintenant je peux me permettre de publier des livres brefs. Non, il avait même un contrat ancien avec Gallimard, d'un livre sur Napoléon III qu'il n'avait jamais eu le temps d'écrire, mais qu'il avait décidé d'écrire avenue Frédéric Leplay. J'ai le souvenir qu'il m'avait remis un jour des livres de sa bibliothèque personnelle, qui étaient des livres anciens, des livres rares, dont la plupart dataient de l'époque de Napoléon III. C'était les premiers livres écrits à l'époque sur Napoléon III ou immédiatement après sa mort par des contemporains. Et il m'avait remis ces livres en me disant « Lisez ces livres et écrivez votre portrait à partir de ces livres ». Son désir, c'était d'écrire et de laisser une trace, une signature finale par l'écrit. Ce qui est le plus touchant à la fin, qui moi me bouleverse, c'est que... et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas écrit autant qu'il aurait pu. C'est que, au fond, ne l'obsédait vers la fin que sa fin. Et plus encore que ça, qu'est-ce qu'il y avait au-delà? Je suis convaincu, et ça me touche, de sa naïveté, à la fois de son orgueil et de son... attitude enfantine. Il se disait, moi, si intelligent, qui ai connu tant d'expériences, qui connaît tant de gens, qui est tellement réfléchi, moi, je saurais ce qu'il y a de l'autre côté. Je parviendrai à élucider le grand mystère de l'au-delà. On peut considérer qu'il était plus agnostique que croyant. Mais dans cette dernière volonté, la phrase importante, c'était « une messe est possible ». François Mitterrand a décidé de mourir, là, près du Champ de Mars, où il s'est installé depuis 7 mois déjà. Il s'autorise une dernière évasion transatlantique nostalgique, d'intimes conversations, quelques gourmandises. Mais dès son retour, il reçoit alité, se noie dans le livre des morts des Égyptiens. L'heure est venue d'en finir. Rue Frédéric Leplay était sinistre. C'était vers le 10-15 décembre. Il n'était pas dans la meilleure des formes, mais enfin, en même temps, nous avons pu échanger toute une série d'impressions sur la politique, la littérature, son désir de retourner en Égypte. Et comme moi-même, je surestimais constamment ses forces. Finalement, j'ai eu du mal à croire qu'il allait disparaître. Jean-Pierre Tarrot m'a appelé et m'a dit François Mitterrand souhaiterait que vous l'accompagniez à Assouan. Et donc je me suis retrouvé dans l'avion avec François Mitterrand, Jean-Pierre Tarrot, Mazarine. Quand il est parti pour Assouan, je pense qu'il s'interrogeait de savoir s'il allait revenir surtout. Il m'avait dit un jour, mais je sais qu'il l'avait dit aussi au docteur Tarrot, ce que je vous demande, c'est de me dire, franchement, si un jour je ne suis plus en état. Il a été maître de sa vie, mais il a été maître de sa mort. En toute lucidité, il est rentré dans ses rivages, les yeux ouverts. Il est certain qu'il avait fait dans sa tête certainement un calcul de probabilité avec le concours de son médecin, en comptant le nombre de jours qui lui restait normalement à vivre. Il a défié la médecine, il a défié la maladie, il voulait être au rendez-vous. Moi, je voulais pas y aller. Et en fait, mon père a vraiment insisté pour qu'on y aille. Pour lui, c'était très, très important. Et moi, j'avais pas mesuré à quel point à ce moment-là.
Il s'était fâché quand je lui avais dit que j'avais pas envie d'y aller. Il se fâchait jamais, hein, mais il était, je me souviens qu'il était en colère de ça. Et donc on a fini par y aller. Et en fait, ça a été un adieu à la vie à sa hauteur. Il était au bout physiquement, et contrairement à tout ce qui a pu se dire, intact cérébralement. Il était le plus frais de nous tous. À ce moment-là, de la maladie et tout, c'était tout à coup, je sais pas, il y avait une force de tellurique qui a rejailli, mais vraiment à la faveur de ce lieu-là. Ça a replacé la mort dans une autre dimension, dans sa dimension plus sacrée que physique. Et le rendez-vous d'après, c'était le réveillon. Il a toujours imaginé que ce rendez-vous serait respecté. Simplement, il ne savait pas s'il allait pouvoir, être présent à ce rendez-vous-là. Mais il y était. Le dernier soir que nous avons passé ensemble, dans ce funèbre réveillon, où il a à moitié assisté, il était comme ça un peu loin de nous, allongé sur un fauteuil de Charles Eames, avec un repose-pied. Et régulièrement, quelqu'un de la table se levait, allait s'asseoir à côté de lui, passer 10 minutes. C'était très... Je parle de ça avec beaucoup de tristesse, parce que c'était triste, quoi. Autant le dire tout de suite, il n'a rien mangé, hein. C'est-à-dire que la fable des ortolans, faut y mettre un terme. Et ce soir-là, je lui ai dit, à Monsieur le Président, il faut que je vous dise quelque chose. Et je lui raconte que je vais m'occuper de cette maison Zola. Et je lui dis, j'ai rencontré d'ailleurs les petits-fils Zola, il s'appelle, je ne sais plus très bien, il m'a dit, il s'appelle Leblond Zola. Déjà, une fois de plus, j'ai été étonné parce qu'il avait cette rigueur constante, ce goût de la précision. Nous avons parlé pendant un long moment. Tout à coup, au détour d'une phrase, il me dit, vous savez, j'ai résolu la question philosophique. Et vers 11h, il était fatigué, il est allé vers la porte. Là, il s'est retourné et il a regardé tout le monde. Son regard a embrassé le circulaire, comme ça, la pièce, avec ceux qui étaient dedans. Chacun a eu sa part. Et c'était, en fait, je vous dis au revoir. Le lendemain, 1er janvier, il s'est assis dans le même fauteuil, comme s'il n'avait pas bougé depuis la veille. Je suis allé lui parler un peu, je l'ai remercié, je suis parti, et tout à coup, avant de franchir la porte, il me dit « Ah, 1 minute !» Et je me retourne, et il me dit « Vous me tenez bien au courant pour la maison Zola. » Alors ça encore, là, il jouait plus que son avenir politique, là. Il savait qu'il était au bout de sa vie. Il devait mourir 7 jours plus tard. Là encore, cet homme-là, qui trouvait à ce moment-là le moyen de rassembler ses forces qui étaient bien faibles, mais qui pouvait les rassembler pour une cause, parce que c'est comme ça qu'il voyait la maison Zola et l'association Zola-Dreyfus, comme moi, pour une cause, pour la défense des libertés, pour la lutte contre les discriminations, contre l'antisémitisme. Cet homme qui pouvait encore mais trouver les dernières forces, sachant très bien qu'il n'irait pas très loin, pour s'intéresser à cette cause, que voulez-vous que je vous dise, moi? Je me souviens, je lui demandais, mais quand tu seras mort, est-ce qu'on pourra quand même communiquer? Je voulais toujours qu'il me rassure là-dessus. Donc je savais. Et lui, il me disait pas pourquoi tu penses à ça, arrête de penser à ça. Enfin, on en parlait de ça, on en parlait. Mais il me disait, on le sait pas, mais peut-être. Et oui,
Oui, à partir du moment où on s'aime, quoi. L'idée qu'il y a des choses qui sont tellement fortes qu'elles demeurent malgré et après la mort. Et je pense qu'il avait raison, puisque moi, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui. Je trouve que l'une des plus belles idées du christianisme, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. C'est-à-dire cette sorte de communication à travers l'espace de gens qui s'aiment, et même qui ne se connaissent pas, mais qui savent qu'ils s'aiment. Et à la limite, on peut se demander si on n'éprouve pas soi-même, à certains moments de sa vie, l'impression de communiquer avec d'autres êtres lointains. Mais on sent quand même que vous croyez dans la force de l'esprit, bien entendu. Oui, mais est-ce que vous croyez dans la survie de l'esprit? Je ne peux pas vous répondre. J'aimerais tellement. Oui, ce serait formidable, effectivement. Seulement, il serait temps d'arriver à une conclusion. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire à vous, François Mitterrand? Si Dieu existe, c'est lui qui me parle. C'est lui qui vous parle, qui vous dit, qui vous accueille. Et puis je pense qu'il serait appelé à me dire « Enfin, tu sais ». J'espère qu'il ajouterait « Sois le bienvenu ». Vous aurez, mesdames et messieurs, chers amis, donné corps et âme à un message neuf. Écoutons encore René Char et sachons regarder en face le soleil levant.